On a eu une période au début des années 2000, à partir de 99, la mobilisation contre l'OMC à Seattle, puis la création d'ATTAC en 98-99, les mobilisations contre la Banque mondiale et le FMI en septembre 2000 à Prague, Gênes en 2001. On a eu, suivi de la création en 2002 du Forum social européen, on a eu une capacité énorme de mobilisation sociale sur le plan européen. Je me souviens très bien que quand, à une réunion de Porto Alegre, au premier Forum social mondial, on s'est dit ça vaut la peine de lancer le Forum social européen, on se demandait ce que ça allait donner. Et les Italiens ont été candidats pour organiser ça à Florence. Et à 15 jours, 3 semaines de Florence, on commençait à paniquer parce qu'il y avait 60 000 inscrits. Et qu'on ne savait pas comment héberger 60 000 inscrits à Florence. On a reçu un coup important, évidemment, avec l'exploitation des attaques contre les tours jumelles à New York. Il y a eu une tentative de couper court au mouvement après la répression de Gênes et donc le 11 septembre 2001. Malgré ça, le mouvement s'est maintenu avec une capacité de mobilisation en 2001, 2002, 2003, des forums sociaux où il y avait une participation importante. Et puis, on a connu un déclin. Donc là, il y a une discussion entre les acteurs de l'époque sur les raisons. Personnellement, je pense qu'une des raisons du déclin vient du fait que certaines forces sociales, des mouvements sociaux importants qui jouaient un rôle très significatif dans la mobilisation, ont tenu une évolution politique d'appui à des partis qui rentraient dans des gouvernements qui promettaient une certaine rupture avec les politiques d'austérité, mais qui finalement ont déçu très vite. Je pense les mouvements sociaux italiens qui ont appuyé le gouvernement Prodi, ça devait être en 2003-2004. Au Brésil, la CUT et le mouvement des Sans-Terre qui ont appuyé de manière acritique pour la CUT et à peine critique pour le MST la présidence de Lula au Brésil. Et alors qu'on était allé comme Forum social mondial à Mumbai avec une réunion en 2004 de 120 000 personnes, l'appui de 2 forces politiques qui participaient au Forum social mondial et à leurs syndicats au gouvernement du Parti du Congrès. Et je mentionne ça en pensant à l'avenir. Est-ce qu'on ne risque pas, et est-ce qu'on n'a pas connu dans les 3 ou 4 dernières années une tendance qui peut expliquer en partie les difficultés que nous rencontrons ou les difficultés que nous pourrions rencontrer à l'avenir. On a eu, après un recul du mouvement, une dynamique extraordinaire, spontanée, avec le mouvement des indignés en Espagne, l'occupation des places en 2011 en Grèce, un mouvement très important des précaires au Portugal en mars 2011, le printemps arabe de janvier, février, mars 2011, Occupy Wall Street et un mouvement aussi en Grande-Bretagne. Et ces mouvements, qui étaient largement spontanés, interclasses, avec une participation très forte de la jeunesse, n'avaient pas comme référence le Forum social mondial ou le Forum social européen, qui étaient déjà entrés dans leur phase de déclin et qui ne constituaient pas pour les nouvelles générations en train de se mobiliser, ou les vieux qui se mobilisaient pour la première fois parce qu'affectés, par exemple en Espagne, par une crise de l'immobilier qui les a fait participer à la politique alors qu'ils n'avaient pas participé à des époques antérieures. On a eu donc une discontinuité entre un mouvement
qui s'était construit sur le plan européen et qui était entré en crise sans perspective de solution, avec des mouvements spontanés qui ont pris un caractère international, mais sans se coordonner et sans mettre en place des structures directement comme mouvement. Ce qu'on a connu, c'est la transformation d'une partie des participants de ces mouvements en créateurs ou de mouvements politiques ou de coalitions politiques. La création de Podemos en 2014, le renforcement de Syriza aux élections de 2012 après le grand mouvement d'occupation des places et bien sûr la vingtaine de grèves générales que les salariés avaient menées sans succès entre 2010 et 2013. Et il y a eu une tentative, Philippe sûrement y fera référence, avec l'Alter Summit, la Joint Social Conference à partir de 2011-2012, de faire face au fiasco, à la fin triste du Forum social européen, de redonner vie à une structure européenne. Et puis il y a eu aussi des réseaux, un réseau santé, et Philippe et en tout cas son syndicat, la CNE, a été impliqué sur le plan européen. Mais il faut bien reconnaître qu'on n'a pas réussi à retrouver la dynamique du type de celle des bonnes années du Forum social européen. Il y a des conférences européennes, mais nous n'avons plus du tout connu dans les dernières années une mobilisation coordonnée sur le plan européen ou avec des rendez-vous passant d'une capitale à une autre. Il y a eu le plan B à Madrid en février 2016, mais c'est le seul plan B qui ait réellement eu une participation massive, 2500, 3000 personnes. Les autres plans B, c'est avec 100, 150 personnes à Copenhague, à Rome, et certains d'entre nous y avons participé et on a soutenu, mais pas des choses d'ampleur à part celle de Madrid. Donc personnellement, je pense que l'Union européenne est irréformable et que la zone euro est irréformable. Et qu'il faut le dire. Entretenir l'illusion qu'on pourrait réellement réformer ça, bien sûr, techniquement, c'est parfaitement possible et c'est nécessaire. Mais penser que dans le rapport de force européen actuel, à 28 ou à 27, on va pouvoir réformer l'Union européenne, ou avec les membres de la zone euro tels que les gouvernements sont, et pour une période, même s'il y aura un changement en Espagne, je l'espère, dans les années qui viennent, mais à part cela, on ne peut pas attendre un rapport de force qui, au niveau des gouvernements, pourrait déboucher sur une réforme de la zone euro. Donc ça, je pense que c'est important de le retirer de l'expérience grecque, qui est une démonstration en pratique très claire. Si on n'a pas une force politique qui, quand elle arrive au gouvernement, se met réellement à désobéir et par son action courageuse alimenter véritablement l'espoir qui était énorme en janvier 2015 et qui a duré pendant plusieurs mois. Mais si ce gouvernement, donc je pense à celui d'Alexis Tsipras, passe par une orientation de négociation systématique avec les institutions européennes, acceptant de pratiquer la diplomatie du secret, faisant semblant à répétition d'être sur le point d'arriver à un accord, si on n'a pas une force politique qui, quand elle arrive au gouvernement, convoque son propre peuple et les peuples de la région à se mobiliser pour soutenir une expérience de ce type-là, il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas de mouvement spontané des Français, des Allemands, des Belges et des autres pour se mobiliser pour un autre peuple s'il n'y a pas un appel à ça. Il y a des époques historiques où il y a eu de grands mouvements de soutien. La République espagnole a appelé aux brigades internationales. Et il y a eu des brigades internationales en Espagne. On n'est pas dans les années 30. Mais je veux dire, s'il n'y a pas une force politique qui a le courage et de désobéir et de convoquer son propre peuple et les autres à des actions, nous aurons des difficultés, nous, à mobiliser les gens, même
si nous avons essayé de le faire et si nous avons eu des réussites réelles, parce qu'on a quand même eu, par exemple à Bruxelles, systématiquement des manifestations de 3 000 à 5 000 personnes en soutien aux Grecs et dans le cadre d'un front très large avec organisations syndicales, toutes les organisations politiques et une série de mouvements sociaux. Je pense que malgré tout, il y a des signes très positifs en Europe aujourd'hui. Je pense que les élections de juin 2017, pas Macron en France, pas à lui que je pense. Je pense aux élections britanniques, dont on n'a pas assez conscience dans l'Europe continentale de l'importance. En juin 2016, la campagne du Brexit et son succès a été interprété par beaucoup de forces de gauche en Europe et en Grande-Bretagne elle-même comme un tournant, un virage à droite de la population britannique. Parce qu'évidemment, il y avait des arguments hyper racistes dans ceux qui avaient pris l'initiative du Brexit. Mais on voit avec l'élection de juin 2017, qu'est-ce qu'on voit? Le parti travailliste à la tête duquel il y a un vrai militant, pas un homme d'appareil, Jeremy Corbyn, est produit du mouvement anti-guerre et anti-impérialiste et s'est battu du côté des mouvements sociaux tout au long de pas sa carrière politique, de son engagement politique. Il est venu avec un programme radical sur la renationalisation des chemins de fer, la gratuité dans l'enseignement, le développement du service public de santé, la renationalisation des postes, mais aussi l'acceptation du Brexit, en disant le Brexit, on veut défendre le droit des étrangers malgré la décision de sortir de l'Union européenne. Et avec ça, les résultats travaillistes ont été absolument boostés. Les travaillistes ont gagné 30 députés. Les conservateurs, qui constituent un gouvernement, ont perdu 14 députés. Les travaillistes ont augmenté leur voix d'une manière absolument énorme. Le Parti travailliste, qui avait perdu 30% de son électorat en 2016 dans la campagne du Brexit, a rattrapé tout ce qu'il avait perdu et il a gagné nettement au-delà, avec un discours de type socialiste, décent, radical, qui apparaît aujourd'hui quasiment comme d'extrême gauche, après autant d'années, non seulement de thatchérisme, mais de blairisme. Une rupture radicale du Parti travailliste avec toute l'orientation de Blair, imposée par Blair pendant une quinzaine d'années au Labour. Et ça, si on le met en lien avec le résultat de Sanders aux États-Unis, si on le met en lien avec la capacité de réunir dans de grands meetings au cours de la campagne France Insoumise, au cours de la campagne législative et présidentielle, des dizaines de milliers de personnes, si on voit l'espoir qu'il y a encore derrière Unidos Podemos, et donc l'alliance entre Izquierda Unida et Podemos, les attentes qu'il y a de ce côté-là, si on voit certaines évolutions du côté portugais, on a quand même un panorama qui n'est pas la victoire de l'extrême droite et la montée de l'extrême droite dans toute l'Europe. En fait, quand des organisations politiques s'engagent sur un programme radical et d'opposition au système, ils rencontrent des gens pour les soutenir. C'est-à-dire qu'il y a manifestement une disponibilité de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, des travailleurs, des précaires, des sans-emploi, des étudiants, des retraités, tout à fait prêts à se mobiliser s'il y a une perspective réelle de rupture avec la politique. L'échec et la tragédie grecque n'ont pas fermé cette fenêtre. Cette fenêtre, elle est encore ouverte. Et donc la question, c'est, il y a eu des débats tout à l'heure là-dessus, quelle relation entre nos mouvements sociaux et les organisations politiques? Quelle dialectique entre elles? Pour éviter ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir que des mouvements sociaux, parce que leurs amis
occupent des positions de pouvoir, baissent le drapeau et baissent les revendications, comme ça s'est passé au Brésil après 2003, comme ça s'est passé en Italie avec le gouvernement Prodi. Si Tsipras avait respecté la volonté exprimée par les Grecs le 5 juillet 2015 de rejet des propositions des créanciers, on aurait eu une toute autre situation en Grèce et dans le reste de l'Europe. Faisons en sorte que les prochaines occasions, nous ne les perdions pas et que nous soyons capables à maintenir la pression sur les forces politiques qui s'engagent auprès des populations à rompre et à changer la situation. Je voudrais aussi indiquer là qu'on se rapproche aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas parlé de dette. Je ne sais pas si ça a étonné certains qui me connaissent. Donc je vais en dire un mot quand même. Marx, dans le programme du Parti socialiste français qu'il a rédigé avec son gendre, mettait comme revendication abolition de la dette publique. Parce que la dette publique, à l'époque, et ça, de manière très intéressante, Thomas Piketty est revenu là-dessus, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, c'est à quel point la dette publique était répartie, détenue par les riches, et à quel point c'était un mécanisme supplémentaire de redistribution, dans le mauvais sens, de la richesse et d'accumulation du capital. La dette publique, après la Seconde Guerre mondiale, et jusque dans les années 90, on va dire, a fonctionné d'une autre manière. Parce que les prélèvements qui étaient réalisés, les remboursements de dettes, le mécanisme de financement de la dette publique n'opérait plus de la même manière qu'au XIXe siècle. Or, justement, aujourd'hui, on en revient à un financement de la dette publique, tant les objectifs poursuivis par l'endettement public que qui finance la dette publique et qui en bénéficie à une situation qui se rapproche d'une certaine manière de celle du XIXe siècle et qui fait qu'une très grande partie de la dette publique est illégitime, est odieuse et qu'on peut recommencer à parler d'abolition, de la nécessité d'abolition de la dette publique pour réinventer, ceci dit, un système de financement de l'État pour des objectifs légitimes, pour une transition écologique qui implique évidemment un endettement public pour pouvoir faire des investissements qui portent sur plusieurs générations, mais qui ramènerait l'outil de la dette publique à un mécanisme légitime. Il y a la dette publique, mais il y a les dettes privées illégitimes. On en revient aujourd'hui avec l'endettement des étudiants, avec l'augmentation des dettes hypothécaires liées à des contrats abusifs, avec l'augmentation de la dette par le crédit à la consommation. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec, on dit, les jeunes des banlieues, les jeunes des milieux les plus exploités. Et si vous leur posez la question, quel est le poids dans leur budget, dans le peu qu'ils ont, de la téléphonie mobile et des dettes qu'ils accumulent pour ça et des effets cumulatifs absolument terribles de soumission au système. On a, avec l'offensive néolibérale, si on prend pour la dette des étudiants, États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, un phénomène absolument massif d'endettement étudiant. Un étudiant des États-Unis sur 3 a une dette de 30 000 $. Un étudiant japonais sur 3, un étudiant japonais sur 2 a une dette de 30 000 $. L'équivalent de 30 000 $ en yens, évidemment. Ça veut dire que c'est des jeunes qui, alors qu'ils n'ont pas de perspective d'emploi, sont condamnés pour
15 ans, 20 ans, 25 ans à rembourser une dette. Parce que l'État a arrêté de financer l'éducation comme il le faisait avant. C'est d'ailleurs, Alice, on a été témoin pour la campagne de Corbyn. Corbyn a fait de la question de la dette étudiante un thème extrêmement important parce qu'il a compris l'importance de ça au Royaume-Uni. Pas mener une campagne politique et faire de la politique en Espagne si on ne parle pas des dettes hypothécaires. Et on ne comprend pas des phénomènes en Espagne comme l'élection de Ada Colau, maire de Barcelone, si on ne comprend pas l'ampleur des contrats abusifs de dette hypothécaire qui ont amené un mouvement social dont elle a fait partie à occuper systématiquement des banques, à mener des actions illégales, non violentes, mais tout à fait illégales, et grâce à cela, pas malgré cela, avoir été du coup élu maire de la deuxième ville de l'État espagnol. Ça montre à la fois l'évolution du capitalisme, mais aussi la disponibilité à élire des gens radicaux. Il y a 40 ans, 50 ans, on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui avait passé du temps à occuper des banques et à se faire virer par les flics devant les caméras, se retrouvait maire d'une grande ville européenne. Les temps ont changé de ce côté-là. Et la notion de désobéissance et du rejet des dettes privées illégitimes et des dettes publiques illégitimes est un élément absolument central dans la dénonciation et d'autre part dans l'alternative. Le programme de Thessalonique sur lequel Syriza s'est fait élire est un programme de rupture radicale avec l'austérité qui impliquait la remise en cause radicale du paiement de la dette et que les personnes qui ne sont pas entrées dans la lecture détaillée du programme ne sont pas rendues compte que l'engagement à suspendre le paiement de la dette avait disparu du programme. À partir du livre que va publier Yanis Varoufakis en français, ça va sortir en librairie le 7 octobre, à la maison d'édition Les Liens qui libèrent, bien connue des membres d'Attaque. Et donc sur la base de son livre en anglais, je suis en train de produire une série qui explique, sur la base de son témoignage, comment lui qui n'était pas membre de Syriza, et il ne l'a jamais été, a passé des accords avec Tsipras et deux autres, Papas et Dragasakis, pour contourner le programme de 2012 qu'il rejetait, lui, et le programme de Thessalonique qu'il considérait comme tout à fait déraisonnable. Et comment, parce qu'il témoigne de ça, notamment en novembre 2014, ils se sont mis d'accord pour ne pas appliquer le programme de Thessalonique et pour l'engager lui comme ministre. Comment ils s'étaient mis d'accord sur un autre programme à appliquer. La Banque centrale européenne, qui le 29 juin a fait fermer les banques grecques à quelques jours du référendum, mais ça avait commencé avant. Le gouvernement de Tsipras est formé le 27 janvier. Le 4 février 2015, une semaine après, la Banque centrale européenne décide que les banques grecques n'ont plus accès aux liquidités normales et qu'elles n'auront accès à partir du 4 février qu'aux liquidités d'urgence. Les liquidités d'urgence étaient octroyées à un prix plus élevé que les liquidités normales et de semaine en semaine. Tous les vendredis, à 11h30 du matin, il y avait un contact téléphonique entre le gouverneur de la Banque centrale, en lien avec le ministre des Finances, et le gouverneur de la Banque centrale, c'était Stournaras, un ennemi du gouvernement de Tsipras et l'ancien ministre des Finances de Samaras, de la Nouvelle Démocratie. Et chaque semaine, donc, il y avait l'annonce de la possibilité pour la semaine suivante de continuer à avoir des liquidités d'urgence. Malgré cela, le 20 février, Varoufakis, avec l'accord de Tsipras, signe un accord avec l'Eurogroupe sur la base duquel la Grèce s'engage
à poursuivre le remboursement de la dette. 7 milliards ont été déboursés entre février et juin. On a vidé les caisses de la Grèce sans que la Grèce, en contrepartie, reçoive le moindre déboursement. Le moindre déboursement. On a vidé les caisses publiques grecques pour payer la dette. Et on n'a pas eu l'argent pour concrétiser une partie centrale du programme de Thessalonique sur répondre à la crise d'urgence humanitaire. On a commencé à mettre en place quelques initiatives, notamment par rapport aux 300 000 familles qui étaient victimes de coupures de courant électrique, et on a rétabli progressivement par portion de ceux qui subissaient les coupures là. Mais le programme pour répondre à la crise humanitaire a été limité. Malgré ça, quand Tsipras a demandé à son peuple de se prononcer pour le non aux propositions des créanciers, le peuple a répondu oui à Tsipras et a voté massivement non. Moi j'ai vécu ça de très près. J'étais en tête à tête avec Tsipras en octobre 2012, en octobre 2013. Nous avons discuté de la politique en matière de dette. J'ai été contacté par Tsipras au début du mois de janvier 2015 et finalement, avec Zoé, on a pu trouver une véritable interlocutrice qui a créé une commission d'audit avec un soutien, je dirais, officiel, manifeste de Tsipras qui est venu à la séance d'inauguration des travaux de la commission d'audit que je coordonnais, mais qui en fait ne s'est servi à aucun moment dans la négociation avec Bruxelles de nos travaux et qui à aucun moment n'a parlé de dette illégitime ou de dette illégale. Il a demandé à l'Europe de faire un effort en termes de réduction de la dette. Et c'est toujours de ça qu'il s'agit. Cette réduction n'est pas venue. Nous sommes plus de 2 ans plus tard et le gouvernement de Tsipras demande toujours qu'enfin l'Eurogroupe prenne des décisions en termes d'allègement de la dette grecque. Et donc là, c'est une orientation stratégique de Tsipras de ne pas affronter les créanciers. Il aurait fallu, au lieu de signer l'accord du 20 février, suspendre le paiement de la dette et appliquer le programme de Syriza de 2012, de dire pendant les travaux de la Commission internationale d'audit, nous suspendons de manière conservatoire les paiements. On verra de ce qu'on fera avec la dette à l'issue des travaux quand le Parlement et le gouvernement analyseront le résultat de la Commission. C'était le programme de Syriza de 2012 et il a renoncé à ça. Si vous renoncez à l'arme essentielle de dissuasion face aux créanciers, qui est de dire je ne te paye pas, et si tu leur dis je te paye et s'il te plaît allège-moi le poids de la dette et je ne pose même pas de conditions de calendrier, vous ne pourrez pas obtenir de concession des créanciers. Alors pourquoi ça paraît tellement, pour des syndicalistes, pour des gens qui mènent des luttes, aller sans aucune véritable arme. Pour les travailleurs, c'est la grève, c'est l'arrêt de travail, etc. Ne rien faire de ce côté-là. La grève d'un État endetté, c'est de suspendre le paiement de sa dette. C'est la grève des remboursements. C'est élémentaire. Les créanciers, ils savent très bien ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il a pensé qu'en faisant toutes ces concessions, il aurait des concessions en face de lui. Mais ça, c'était absolument déraisonnable. On pouvait parfaitement savoir que Rajoy ne pouvait pas accepter que les dirigeants européens fassent des concessions à Tsipras. On savait que Coelho, le Premier ministre portugais, avait la même position que Rajoy. On savait que Merkel et Sarkozy ne voulaient pas, et Schäuble ne voulaient pas faire des concessions. On le savait. Et on savait que Hollande n'allait pas réellement aider Tsipras.
Et donc ça s'est vu très rapidement tout ça. Donc c'est une orientation qui était contraire à l'orientation de Syriza et contraire au programme de Thessalonique et des engagements de 2012 qui a été mis en pratique avec des effets absolument terribles. Parce que nous réalisions l'audit, nous avions des contacts quand il y avait les séances publiques. Tsipras venait s'asseoir à côté de moi, vous avez les photos, on serrait la main, il me disait « Éric, très bien le travail que tu mènes », mais je voyais aucun enthousiasme et aucune conviction. Et il ne s'en servait pas à Bruxelles. Et donc on en parlait. Il faut effectivement prendre la peine d'analyser en profondeur ce qui s'est passé. De manière brève, le mémorandum de 2010 a été mis en place afin d'avoir un instrument multilatéral permettant aux banques françaises et aux banques allemandes, ainsi qu'aux banques grecques subsidiairement, de se tirer d'une accumulation de dettes privées principalement et publiques subsidiairement, dont elles avaient, comme institution bancaire, été responsables et qui aboutissait à une bulle spéculative. Et le mémorandum, c'est donc de l'argent public qui a servi à... Enfin, les dettes liées au mémorandum, c'est de l'argent public payé, prêté par des États pour un montant de 52 milliards à la Grèce, auxquels se sont ajoutés 30 milliards prêtés par le FMI, je parle du premier mémorandum, et puis un montant de plus de 100 milliards prêtés par le Fonds européen de stabilité financière, transformé maintenant en mécanisme européen de stabilité, le MES. Ces créanciers publics ont prêté une masse considérable de moyens financiers à la Grèce, qui sont repartis, masse financière, qui est repartie dans les coffres des banques privées françaises, allemandes et grecques en partie. Grecques en partie, surtout françaises et allemandes. La démonstration de tout ça, nous avons écrit des dizaines de pages et j'ai ajouté des dizaines de pages sur des documents que vous pouvez consulter, qui sont visités largement et qui n'ont jamais été contestés fondamentalement sur le plan de la description des organismes universitaires d'orientation clairement néolibérale. Du point de vue du diagnostic, font un diagnostic qui va dans le même sens que dans nos conclusions, que dans notre diagnostic, ne tire pas les mêmes conclusions. Et y compris le rapport d'évaluation du bureau indépendant du FMI sur l'action du FMI, ça c'était publié à l'été 2016, reconnaît également toute une série de choses que nous avons affirmées. Mais il n'y a pas un tribunal international sur la dette. Donc qu'est-ce qui se passe en matière de dette? Ce sont des actes, soit des actes unilatéraux souverains posés par des États qui répudient des dettes en fondant leurs décisions unilatérales souveraines sur des arguments de droit, comme ceux que je viens de mentionner, des définitions et des jurisprudences, c'est-à-dire des applications antérieures et admises internationalement. Ça, ce sont des actes unilatéraux souverains, basés sur des arguments de droit et notamment sur ces définitions, ou bien on a des accords avec la participation des créanciers qui, pour telle ou telle raison d'opportunité à un moment donné, utilisent eux-mêmes des définitions du type dette odieuse parce que ça correspond à leur intérêt. Les États-Unis, après avoir envahi l'Irak avec la coalition qu'on connaît, avaient intérêt à utiliser un argument de type moral et éthique pour débarrasser l'Irak, État dont ils avaient pris le contrôle, des dettes dues à la Russie
à la France qui n'avait pas participé à l'invasion de l'Irak, mais aussi aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, nettoyer l'Irak de cette dette antérieure pour qu'il puisse réaccumuler des dettes pour sa reconstruction, dettes qui serviraient aux grandes entreprises pétrolières nord-américaines, à Halliburton, etc. C'était ça. Donc il arrive que de grandes puissances utilisent des arguments, y compris de type éthique, qui s'approchent de nos définitions quand ça correspond à leurs intérêts et à leurs avantages. Je pourrais vous donner une dizaine d'exemples, dont y compris l'annulation d'une très grande partie de la dette de l'Allemagne contractée entre les deux guerres mondiales du XXe siècle et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et l'accord de Londres de 1953, très généreux à l'égard de l'Allemagne et qui constitue aussi un acte de jurisprudence. Mais donc, il n'y a pas de tribunal international. Les Nations Unies adopteraient même ces critères. Vous savez comme moi que ça n'en fait pas des critères contraignants et exécutoires immédiatement. Donc c'est le rapport de force qui intervient. Et si on revient à la Grèce, si Tsipras et le gouvernement, et bien sûr avec l'appui de la présidente du Parlement grec, avaient défendu la cause de la Grèce en utilisant toute une série d'arguments de droit international, en suspendant le paiement de la dette et puis en répudiant une partie, une toute autre issue était possible. Parce que dans le programme de 2012 de Syriza, qui a permis à Syriza de passer de 4% à 16,5% en mai 2012, et puis à 26,5% en juin 2012, donc un mois plus tard, une des priorités, c'était création d'une commission internationale d'audit pendant les travaux de laquelle seront suspendus le paiement de la dette. C'est un engagement très clair de Syriza, qui a amené un appui populaire très important à Syriza. Et dans le programme de Thessalonique, il y avait la revendication, la mention réduction radicale de la dette grecque. Donc il y avait un mandat populaire aussi pour Syriza. Et comme l'a dit Zoé, si les Grecs à 62%, malgré la menace d'expulsion de la zone euro, malgré la fermeture des banques grecques, ont quand même dit non aux créanciers, on doit quand même pouvoir être d'accord sur le fait que les Grecs auraient soutenu Tsipras dans une réaction courageuse de rejet. Le problème, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, c'est que Tsipras a demandé un mandat, il n'a pas respecté. Maintenant, mon explication, je crois que c'est l'explication aussi de Zoé, Tsipras, en convoquant ce référendum, pensait que les Grecs exténués allaient voter oui et pas non. Tsipras pensait avoir la légitimité à l'issue du référendum pour dire « je vous avais demandé de voter non, je vous comprends très bien, vous n'en pouvez plus, on doit se soumettre aux créanciers ». Il voulait une légitimité de ce type-là. Il ne l'a pas eu. Le lendemain du vote qu'il avait dit qu'il respectait, il a eu réunion avec les 3 partis qui avaient convoqué la campagne pour le oui et qui étaient battus. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils avaient déjà la réunion prévue avant ou après? Parce que moi, je peux vous assurer, j'étais en contact direct avec l'équipe de conseillers de Varoufakis. Il m'envoyait des messages dans la semaine qui précédait, et j'ai ces messages, pour me dire, le oui va l'emporter. Et moi, je leur ai dit, malgré la mauvaise campagne menée par Tsipras, le non va l'emporter. Mais dans l'entourage du gouvernement de Tsipras, autour de son noyau, et y compris Varoufakis, ils pensaient que le oui allait l'emporter. Donc il y avait un autre scénario qui était engagé dans la tête de la capitulation, aurait été dans ce cas-là
capitulation honorable avec un mandat du peuple. Mais le mandat de ce peuple n'a pas été donné. Donc du coup, quand Zoé parle de trahison, ce qui a choqué beaucoup de personnes dans les milieux de la gauche française et ailleurs, elle est fondée de parler de trahison. Quand on appelle le peuple à voter, quand on s'engage pour dire je respecterai le référendum et que le lendemain même on se réunit avec les partis qui ont convoqué le peuple grec pour voter dans un sens contraire, on peut parler de trahison et pas simplement de capitulation. Et donc ça c'est très grave et on va le payer pendant des années, cette trahison-là et cette capitulation. Et donc c'est pour ça aussi, comme l'appelait, ce à quoi Zoé nous appelait, c'est de considérer que ce n'est pas d'histoire ancienne et que les Grecs continuent à se battre et que nous devons continuer à être aux côtés de ceux qui en Grèce poursuivent le combat pour lequel un mandat populaire s'est exprimé d'une manière très claire. Comment expliquer que Tsipras qui capitule face à ses créanciers et donc ne respecte pas le vote populaire est ensuite réélu avec une majorité confortable. À partir du moment où le mémorandum s'était imposé, avec comme argument de Tsipras, ce que Tsipras a dit, c'est « j'ai été signé un accord qui n'est pas bon ». Il a expliqué très longuement que c'était... il avait fait ce que Lénine et d'autres avaient fait à Brest-Litovsk en mars 1918 en signant un accord avec l'Allemagne qui donnait à l'Allemagne, du Kaiser à la suite de la Première Guerre mondiale, une partie du territoire de l'Union soviétique, enfin de la Russie soviétique. Il a argumenté sur ce ton-là en disant donc effectivement c'est un mauvais accord, c'est des concessions extrêmement dures et je m'engage à, face aux créanciers, me battre pour que la concrétisation du troisième mémorandum soit le moins douloureux possible. Et l'autre, donc ça c'était le choix de Tsipras, et l'autre choix de vote qui avait une possibilité d'élection, c'était le candidat de Nouvelle Démocratie, qui lui avait été battu lors des élections 7 mois plus tôt, comme alternative. La population grecque savait que si pour appliquer le troisième mémorandum, ça allait être les dirigeants de la Nouvelle Démocratie, eux allaient avoir moins de problèmes à appliquer de manière brutale le programme. Du moins, c'est ce qui était perçu par eux. Donc, quelque part, il y a un vote du moindre mal. On vote Tsipras. Tsipras qui ne donne pas le temps à des gens comme Zoé, comme les autres députés qui avaient quitté le Syriza et qui constituaient une liste indépendante, qui ne leur donnait pas le temps de défendre leur programme, de construire un mouvement, etc. Ils ont dû se présenter sur une liste construite très rapidement, dans de très mauvaises conditions, et avec les créanciers, laissant entendre que si le peuple grec votait Tsipras, vu qu'il y avait une bonne négociation, ça allait se passer. L'élection anticipée, enfin, c'était alors que les mesures du troisième mémorandum ne s'appliquaient pas encore. D'où l'intérêt de convoquer des élections anticipées. C'est après que les mesures qui faisaient partie de la capitulation, c'est après qu'elles commençaient à s'appliquer. Et elles n'arrêtent pas de s'appliquer puisqu'il y a des mesures qui s'ajoutent. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un engagement du gouvernement grec actuel à respecter nos 95 nouvelles exigences du FMI et des créanciers. Donc la liste, vous pouvez la trouver en français, elle est ahurissante, on l'a depuis 3 jours, et ça c'est une nouvelle étape par rapport à toute une série d'étapes qui viennent d'avoir lieu au cours des deux dernières années. Merci beaucoup pour votre attention.